66% des Français se sentent actuellement fatigués. Et cette tendance se retrouve dans beaucoup de pays du monde. L'OMS a même parlé en février 2021 d'une fatigue pandémique. Ah ouais, aujourd'hui la vidéo, il y a un enjeu, hein. Il y a une mission, Vraiment, votre mission sera, comme chaque 2 semaines, de trouver des infos inédites. Bon, rien. Et de remplir une nouvelle fois votre objectif. Délivrer ce qu'on vous a jamais dit, sans que personne ne baille jamais. Bon ben... Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que ça va. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on va peut-être pas abuser non plus. Il est temps à présent de parler du sponsor de la vidéo, CyberGhost. CyberGhost, c'est le VPN aux plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Il est tout simplement leader mondial. Regardez-moi cette note sur Trustpilot, c'est le plus recommandé. Un VPN, rappelle, qu'est-ce que ça fait concrètement? Eh bien, si tu te connectes sur un réseau public, par exemple t'es dans une gare, eh bien tu prends le risque de te faire hacker tes données. CyberGhost VPN te permet de masquer ton adresse IP et de rediriger l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. Oui, bon ben lui, on va pas se mentir, il passe clairement le test de la mission. Autre bonne dose d'un VPN, c'est qu'il peut débloquer un contenu qui est géolocalisé. CyberGhost VPN va te débloquer plus de 35 plateformes de streaming pour avoir un accès illimité, everywhere, où que tu sois, on planet Earth. La version US de Netflix, pas de problème. La version lituanienne de Holo, pas de problème. Oui, bah vous serez peut-être 3, mais chacun son histoire, vous permettez? L'interface, elle est super facile d'utilisation, aucune difficulté à ce niveau-là. Et précision importante, CyberGhost ne collecte aucune donnée de ses utilisateurs. Tu es vraiment anonyme en ligne. Personne, ni même CyberGhost, ne connaît tes activités en ligne. Et alors, toute la famille peut profiter du VPN, puisque tu peux l'utiliser sur 7 appareils différents et en même temps. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours, et l'équipe de CyberGhost VPN est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas à profiter de mon offre en description. Vous pouvez profiter de moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. À quel moment de son histoire, l'humain s'est dit « Chaque matin, quand je vais accueillir une nouvelle journée, je vais me mettre dans une angoisse ». Ah, t'es pas du matin? Bah je sais pas, on s'attendait à quel schéma? L'humain est un malade. Eh bien, sachez que des chercheurs se sont penchés sur le dossier et le choix de la sonnerie de votre réveil a une importance capitale. Des chercheurs de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne ont montré que le type de son qui est utilisé pour se réveiller impacte le phénomène d'ivresse du sommeil. Tu vois, cette espèce de transition entre le sommeil et l'éveil, t'es encore un petit peu en somnolence, t'es bourré, vu le nom qu'on lui donne, et cet état il peut durer jusqu'à 4 heures après ton réveil. Oui, si tu ne te réveilles pas correctement, ça peut avoir un impact sur ton attention et sur tes performances au travail, notamment, pendant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 4 heures. Ah bah à ce niveau-là, tu n'es toujours pas réveillé alors que c'est déjà le lunch, hein? C'est le lunch. Donc les participants de cette étude ont donc enregistré le son qu'ils utilisaient pour se réveiller, et ensuite on a évalué le niveau de vigilance de ces personnes. Attention! Oui, on a perdu 2-3 gars dans l'histoire, oui. Le cœur, hein? Le cœur. Les résultats montrent que les personnes qui ont utilisé une mélodie en guise de sonnerie de réveil présentaient des niveaux de vigilance accrus par rapport aux personnes qui avaient utilisé une alarme bip-bip classique. L'un des auteurs de l'étude dit « Nous pensons qu'un bip-bip sévère pourrait perturber ou brouiller notre activité cérébrale au réveil, tandis qu'un son plus mélodieux, comme les bonnes vibrations, pourrait nous aider à nous réveiller de manière plus efficace. » Pour lui, le rythme de la musique devrait être compris entre 100 et 120 battements par minute. Mais allez, on va écouter le bruit de ton alarme. C'est cata sur cata! Je vois pas le problème. On a dit quelque chose de mélodieux, on a dit 120 battements par minute. J'ai créé quelque chose pour toi. Voilà, une sorte de variation. Tu n'aimes pas, je crois. Cette étude nous montre aussi à quel point la sonnerie de ton réveil pose le ton de ta journée. Un peu comme quand tu sors d'un film et tu te prends pour le héros du film. Ton cerveau, il y croit à ce moment-là, tu comprends? Il lui faut juste un film pour penser que tu peux sauver le monde. Donc à partir de ce moment-là, oui, une sonnerie peut avoir un impact sur ta sensation de fatigue. Une des clés pour lutter contre les problèmes de sommeil, c'est la lumière. La lumière est le facteur qui a le plus d'impact sur notre cycle de sommeil. It's number one. Et quand on réfléchit au sens de la vie, c'est logique. Sans lumière, sans énergie solaire, les premiers êtres vivants ne seraient pas apparus dans la soupe primitive. On dit souvent la qualité de ton sommeil détermine la qualité de ta vie. Vie qui a été apportée par la lumière. Vous voyez le... Non ?
excusez-moi, mais si l'humain trouvait un moyen d'exploiter ne fût-ce que 0,01% de l'énergie qui arrive sur Terre en provenance du Soleil, on couvrirait tous les besoins énergétiques de la planète. Cette lumière est la solution à tous nos problèmes. Je vais vous expliquer comment et pourquoi une exposition ciblée à la lumière peut être bénéfique pour vous. Chaque cellule de notre corps a un rythme circadien, ce qui veut dire que chaque cellule a une horloge, un rythme d'une durée de 24 heures. Et on a un maître des horloges dans notre corps, qui tient dans 2 petits groupes de 10 000 neurones. Taille du délire, 1/10 de notre cerveau. Ce chef d'orchestre, il faut l'imaginer en train de commander ses instruments. Des autres horloges qui sont dispersées dans tout notre corps et qui vont produire en cascade nos rythmes biologiques. Ces horloges sont toujours en synchro avec l'horloge centrale. Et comme je vous le disais, les chercheurs ont trouvé ces horloges périphériques partout dans notre corps. Dans les reins, dans les poumons, dans le cœur, partout. Partout, on va aussi trouver des gènes d'horloge qui s'activent de manière rythmique. Et eux vont commander à chaque cellule le moment de s'activer ou de se reposer. Et tout ça, je le rappelle, géré par une zone qui fait 1/10 du cerveau. Ce qu'on peut imaginer le quotidien de ce maître d'horloge. Et imagine sa tête quand tu lui dis que tu vas partir une petite semaine à Los Angeles. Il est 7h du mat, bougez votre cul! Il est toujours 8h du mat, j'en ai plein le cul! Enfin, je veux dire, bougez votre cul! Ça fait longtemps qu'on le bouge, là, non? Qui? Quoi? On va claquer! 17, moins 2, égale 4, plus 8, je sais plus. Oui, j'invente, vous allez faire quoi? Maintenant que vous comprenez un petit peu le principe, il est intéressant pour tout le monde, et encore plus pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, d'aller le matin un maximum dehors, de 10 à 20 minutes, et important dans la première heure qui suit votre réveil. Allez dehors sans lunettes de soleil, sans pour autant fixer le soleil, s'il vous plaît. Mais allez vous exposer à la lumière naturelle. Même si le ciel est couvert. Oui, si vous êtes belge, le terme lumière naturelle peut vous perturber, je le comprends à 300%. La lumière du jour peut atteindre 100 000 lux un jour d'été, et jusqu'à 5 000 lux si le ciel est couvert. En revanche, l'éclairement d'une ambiance domestique va de 100 à 200 lux, quand dans les bureaux, généralement, on a entre 400 et 500 lux. Je rassure peut-être les Norvégiens qui nous regardent. Welcome to Oslo. Eux, ils vivent dans le noir plusieurs mois dans l'année. Il peut aussi y avoir un effet avec des lampes artificielles. Si tu n'as pas d'ensoleillement l'hiver, tu peux acheter des LED Lightbox et elles auront aussi des effets. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand la lumière rentre dans notre œil? Eh bien, la lumière indirecte va déclencher une série d'actions en cascade qui va finalement envoyer un signal de réveil au cerveau, qui en plus va mettre en place un petit timer pour relâcher de la mélatonine 16 heures plus tard. Donc faciliter l'endormissement au moment du coucher. Cette lumière au réveil, elle va aussi avoir un impact sur notre niveau de cortisol. Une fois tous les 24 heures, le matin, nous avons un boost, un pic de cortisol. Il va réguler notre température, entre autres, notre système immunitaire, et il a aussi une action sur notre attention et notre humeur. Et alors, contrairement à la mélatonine, le taux maximal de cortisol est plutôt le matin, puisqu'il prépare à l'éveil et à l'activité. Une exposition lumineuse matinale augmente le taux de cortisol sécrété pendant ce pic du matin, et c'est super bénéfique pour le corps. Il peut y avoir des exceptions évidemment pour les personnes qui ont un chronotype, donc quand on est une personne plutôt du soir ou plutôt du matin, qui est très marqué. Le cortisol est aussi l'hormone du stress, et pour plusieurs raisons, il est possible que certaines personnes aient des taux élevés de cortisol plus tard dans la journée, et ce pic il peut avoir des conséquences comme l'insomnie, l'anxiété, et c'est un signe de dépression. Une autre étude réalisée sur un des gènes de l'horloge suggère qu'une impulsion de 15 minutes de lumière vive le matin peut atténuer les comportements dépressifs chez la souris en augmentant l'expression de ce gène dans une zone du cerveau qui est connue pour être impliquée dans l'humeur. Le signal qui part de vos yeux vers l'hypothalamus, il vient aussi déclencher de la dopamine. On l'appelle l'hormone du bonheur, mais en réalité son rôle principal, c'est d'induire le drive dans ta motivation et te booster à atteindre tes objectifs. Donc le matin, c'est light people. Light! 94% des Français boivent du café tous les jours. Et attendez, 2,25 milliards de tasses sont bues chaque jour dans le monde. C'est un petit peu le geste habituel au saut du lit, la petite dose de caféine, le petit café du matin. C'est probablement d'ailleurs l'un des rituels qui est le plus partagé dans toute la population. Et pourtant, il est probable que ce geste et toutes les pubs de café dans le monde soient dans l'erreur. Il faudrait en réalité prendre son café un petit peu plus tard pour prolonger l'effet bénéfique, le boost qu'on recherche dans la caféine. Why? Introducing la star de cette vidéo, visiblement, le cortisol, l'hormone du stress, ouais, le nouveau là, et qui est donc libéré tous les matins en même temps que l'adrénaline.
cette hormone qui te donne de l'énergie, qui te permet de rester alerte et vigilant. Et ce pic de cortisol et d'adrénaline, il fait également augmenter la glycémie. Donc le corps, il a beaucoup de carburant disponible à ce moment-là. Et si vous ajoutez à cette poussée d'énergie naturelle celle que vous procure la caféine, les deux stimulants peuvent entrer en conflit. Aïe. Il y a une base scientifique derrière le fait de ne pas consommer de caféine en même temps que le pic de cortisol, afin qu'ils ne s'affrontent pas et qu'il n'y ait pas d'effet combiné négatif pour le corps. Exemple, la nervosité. Tu vois, ça typiquement, c'est ce qu'on ne veut pas. La caféine doit agir seule et pas influencée par les puissants effets du cortisol. Je suis comme toi, c'est vrai, je vois. Tu es comme moi, oui, je le crois. On se ressemble, toi et moi. Go! Donc le meilleur moment pour boire son café, ce serait 1 heure après son réveil. Que la vigilance et la concentration élevée induite par le cortisol ont tendance à diminuer de 30 à 45 minutes après le réveil. Donc attendre 1 heure avant de prendre ton café te permettrait de bénéficier du véritable effet de la caféine. Autre chose sur le café, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la durée de vie de la caféine dans le corps. La caféine a une demi-vie de 6 heures. Donc si tu prends un espresso à 16 heures, à 22 heures, tu as encore la moitié de la caféine qui est encore présente dans ton système. Je te montre. La quantité moyenne dans un café fraîchement moulu, c'est 100 mg de caféine. Il est 16 heures, tu te prends ton petit café. À 22 heures, tu as encore 50 mg dans le corps. Et à 4 heures du matin, tu as encore 25 mg de caféine dans le corps. C'est l'équivalent d'une canette de coca. Or, pendant notre sommeil, il y a toute une série de mécanismes que le corps met en place et la caféine peut interférer avec ceux-ci. La recherche montre que la caféine peut augmenter la latence du sommeil, ou combien de temps il faut pour s'endormir, réduire le temps de sommeil total, détériorer la qualité perçue du sommeil, réduire la quantité de sommeil profond que tu as pendant la nuit et augmenter la fréquence à laquelle tu te réveilles pendant la nuit. Alors, évidemment, dans ce dossier, on vous demande quand même un petit peu de vous connaître vous-même, puisque la manière dont la caféine va affecter votre corps et combien de temps elle va rester dans votre système, ça reste très individuel et ça dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être génétique, il y a certains gènes qui sont associés à la sensibilité à la caféine. Certains contraceptifs oraux doublent la demi-vie de la caféine, alors que la nicotine réduit la demi-vie de la caféine jusqu'à 50%. Certaines études montrent que la caféine peut durer jusqu'à 12 heures dans notre système. C'est quand même intéressant d'analyser votre timing de consommation de caféine, parce qu'elle peut affecter la quantité et la qualité de votre sommeil sans que nécessairement vous ayez fait le lien entre les deux. Peut-être que vous, après le lunch, no more coffee for you! Vous imaginez bien que l'alimentation a une influence sur votre sommeil. Des chercheurs ont découvert très récemment d'ailleurs comment une alimentation très riche en sucre et en gras de malbouffe peut affecter la qualité de notre sommeil profond. Cette étude montre que ce type d'alimentation va créer une détérioration dans la qualité du sommeil profond. Ces résultats ils viennent évidemment s'ajouter aux autres études qui existent et qui font le lien entre l'alimentation et la qualité du sommeil. Je vous explique l'étude, on a choisi 15 jeunes hommes en bonne santé et dont les habitudes de sommeil correspondent aux recommandations. Et alors dans une période donnée, ils ont consommé de manière aléatoire de la junk food, puis un régime alimentaire équilibré. Les deux régimes contenaient le même nombre de calories. Alors l'étude a été menée dans l'université de Uppsala en Suède. Oui, je vous ai déjà parlé de cette université. Il existe aussi des universités qui proposent des cursus très précis sur le paranormal. L'université de Uppsala en Suède. Et ce module s'appelle Satan dans l'histoire des idées. Qui est Satan? Suis-je Satan, quelque part. Alors, ce n'est pas le même pôle qui a réalisé l'étude, je tiens à le préciser. L'effet de la junk food sur le sommeil profond est similaire aux changements de sommeil qui surviennent avec le vieillissement ou dans des conditions telles que l'insomnie. Ouais, les pizzas te font prendre un coup dans la gueule, qu'est-ce que tu veux? En plus, c'est vrai que les effets sur le sommeil profond, c'est assez inquiétant, parce que c'est lui qui gère la libération hormonale dans le corps, et dans le corps, quasiment tout est lié à ça. En plus, la pizza est pernicieuse, oui. Pourquoi? Mais parce que les participants, même quand ils bouffaient de la malbouffe, ils dormaient la même durée que quand ils mangeaient healthy. Donc en heures de sommeil, tu vois pas la différence. C'est vraiment les propriétés du sommeil profond qui vont être modifiées. Ils ont examiné l'activité à ondes lentes. C'est celle qui peut refléter à quel point le sommeil profond est réparateur. Eh bien, le sommeil profond des mecs qui avaient mangé de la malbouffe présentait moins d'activité à ondes lentes. Donc tu te réveilles, t'as dormi 8 heures,
Mais c'est pas pareil! Un dernier truc que j'ai remarqué moi sur mon sommeil, quand je coupe le sucre raffiné de mon alimentation, je me souviens automatiquement toutes les nuits de tous mes rêves, ce qui n'est normalement pas le cas. Alors là, on n'est pas sur une base scientifique, c'est juste mon expérience, et je sais que se souvenir de ses rêves ne constitue pas spécialement un indicateur sur la qualité de ton sommeil, mais je trouve ça poétique, voilà! Se dire que peut-être une bonne alimentation te permet de mieux rêver ta vie. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, quoi. La phrase du jour, s'il vous plaît. Les gens sont très calmes, hein, c'est toi l'excité. Excusez-moi. Le sommeil annule le temps qui n'existe que dans notre imagination. En vous réveillant dans l'obscurité, vous ne savez pas si vous avez dormi 10 secondes ou 10 heures. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à aller découvrir mon lien en description. À dans 2 semaines, take care of yourself. Ciao!